Merci de choisir New World Economy à l'heure de Éco-Jeunes. Depuis déjà plusieurs années, les dynamiques et performances du secteur privé constituent le principal vecteur de croissance du continent. Comment cette dynamique entrepreneuriale est perçue par les jeunes acteurs du pays? Pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Kodjo Aidotou, ingénieur génie civil, DG et dans les Africa. Aidotou, merci de partager ce plateau avec nous. Tout le plaisir est pour moi, Coco. Alors, nous avons également une belle dame avec nous, Madame Aélé Michel Lorraine Ekoué. Vous êtes CEO Maé Immobilier. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Le plaisir est pour moi, Monsieur Coco. Alors, nous parlons de la dynamique entrepreneuriale en Afrique et beaucoup plus au Togo. Tous deux, vous êtes des entrepreneurs. On parle d'Idolé et Idolé Africa. Je pense que c'est ce nom, Aït, qui vous a beaucoup plus révélé, si on peut le dire ici. Dites-nous un peu sur Idolé Africa. Alors merci. Je suis Kodjo Aidotou, je suis ingénieur génie civil de formation, je suis entrepreneur. J'entreprends dans plusieurs domaines d'activité, mais plus précisément dans mon domaine de formation qui est le génie civil. Alors, Idolé Africa, c'est aujourd'hui cette solution, ou bien cette entreprise, cette start-up qui vient apporter un nouveau souffle à l'écosystème ou bien à l'industrie de la construction. Nous avons remarqué que la plupart des marchés, sinon plus de 80% des marchés dans le secteur de la construction, sont en souffrance de qualité, soit de retard à la livraison. Donc, nos enquêtes nous ont mené tout de suite à identifier la difficulté d'accès aux ressources comme motif principal. Et on s'est proposé à travers une plateforme numérique de pouvoir mettre en évidence tout ce qui est ressources humaines, ressources matérielles pour pouvoir optimiser les rendus de ces marchés dans l'écosystème. Voilà. C'est carrément une innovation. Hein. On peut le dire. On peut le dire. Madame Maëlé Lorraine, Oui. Maé Immobilier, vous êtes CEO. Dites-nous un peu sur votre domaine d'activité. Alors, je suis la CEO de Maé Immobilier. Maé Immobilier qui est une agence immobilière qui traite tout type de solutions immobilières au Togo. Et par ailleurs, nous avons d'autres services complémentaires à ces services immobiliers-là également. Donc, je suis dans ce boulot par passion, par pure passion, parce qu'à la base, j'aurais voulu être architecte, j'ai pas pu l'être. Et je suis passée d'une formation de marketing communication et aujourd'hui à l'immobilier, tout simplement parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Et il faut dire que pour moi, c'était beaucoup plus répondre à une demande, donc de la qualité des services dans le secteur de l'immobilier. Donc il y avait plusieurs personnes qui voulaient avoir un service professionnel. Donc pour moi, c'est de révolutionner vraiment ce secteur-là en amenant une touche particulière à ce qui se faisait déjà. Donc d'où mon passage aussi dans une association où j'y suis toujours. Je suis secrétaire générale de ANAIT, qui est l'Association nationale des agents immobiliers du Togo. Et je suis également porte-parole de la FTI, Fédération togolaise de l'immobilier. Donc voilà en quelques mots. Ça fait beaucoup de casquettes pour vous. Ça. Et c'est pas fini d'ailleurs. Donc je suis également promotrice de African Business Immo, qui se veut être une plateforme qui promeut en fait tous les entrepreneurs dans le domaine de l'immobilier, donc tout ce qui est infrastructure. Et donc voilà. Merci. Alors Aïs, comment percevez-vous aujourd'hui la dynamique entrepreneuriale en Afrique à ce jour en tant qu'entrepreneur? Je crois qu'il y a un gros travail qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, dire que des jeunes comme nous, nous retrouver à la tête d'entreprises ou bien de plusieurs entreprises, arriver à les faire prospérer, arriver à faire changer, bouger les lignes, je pense qu'il y a un gros travail qui se fait, que ce soit au Togo ou partout ailleurs en Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des colloques partout, il y a des forums partout, il y a des formations partout. Il y a des activités qui sont mises en place pour pouvoir, ne serait-ce démocratiser l'information, ne serait-ce démocratiser tout ce qui est formation également, pour pouvoir permettre aujourd'hui aux entrepreneurs de pouvoir d'abord réaliser leur plein potentiel, de pouvoir arriver à nourrir des visions plus larges au fait. Donc je crois que aujourd'hui l'Afrique peut se valoir, être fière de tout ce qui se fait sur le plan entrepreneurial. Madame Lorraine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça bouge, ça avance en Afrique beaucoup plus en termes entrepreneurial? C'est ça. Je dirais que dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se bousculent et que par rapport à ce qu'on voyait dans les années antérieures, aujourd'hui,
il y a tellement de possibilités dans les activités, en termes d'innovation également. Et donc, nos pays africains aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui développent des solutions, mais incroyables. Et moi, je pense qu'on est en pleine évolution. Mais ce qu'il y a à noter, c'est je crois qu'il y a des petites choses encore qui nous manquent, mais qui sont également en train de se concrétiser. Donc, je veux parler par là du financement, de la formation. Et je pense que... On aura le temps tout au long de cette émission. C'est ça, exactement. Et donc, voilà des petites choses qui manquent justement à consolider les choses, mais l'évolution est remarquable. Alors, est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat constitue une panacée, c'est-à-dire qu'une solution incontournable ou la meilleure solution pour le développement de l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, c'est carrément devenu un tout petit peu comme on peut le dire, comme la mode. On parle de l'entrepreneuriat, entrepreneuriat. Est-ce pour vous une panacée? Alors, je ne sais pas, je vais être un petit peu dure peut-être, mais je vais vous laisser entendre que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Et moi, je le dis très souvent à qui veut l'entendre, l'entrepreneuriat reste une solution pour l'économie, le développement de l'économie de nos pays africains, mais ce n'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. Parce que moi, je considère que l'entrepreneur, c'est celui qui rassemble plusieurs compétences, et donc nous ne sommes pas tous capable de rassembler plusieurs compétences à la fois. Il faut être polyvalent pour pouvoir être entrepreneur. Donc, je pense que oui, la solution, elle est là, mais il reste encore à vraiment renforcer les capacités. Il faut avoir vraiment des skills pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà. Ça m'intéresse vraiment. On y reviendra également dans cette émission. Aïd, est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui que la meilleure solution pour le développement de l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat et tout le monde doit vraiment se jeter dedans? Je crois que je suis d'accord par rapport à l'intervention de Madame Lorraine. Voilà. Mais je crois que dans tout pays, aujourd'hui, le secteur privé, c'est le secteur qui change tout. Parce que le secteur public ne fait que peut-être 10% en moyenne de l'économie de beaucoup de pays. Et aujourd'hui, si on parle de 10% pour le secteur public et peut-être 80% en moyenne pour la plupart des pays, pour le secteur privé, je crois qu'il faut arriver à trouver des moyens pour inciter les gens à entreprendre. C'est là où je suis pas trop d'accord avec Lorraine. Il faut trouver des moyens parce que pour moi, je pense que c'est vrai que je suis d'accord que l'entrepreneur, c'est celui-là qui arrive à concilier ou bien à allier toutes les compétences possibles. Mais je crois quand même que nous avons la possibilité de révéler ce génie qui est en nous. Nous avons la possibilité d'apprendre au fait. Et je crois que pour parler des aptitudes qu'il faut pour un entrepreneur, on n'a pas forcément besoin d'être un génie. On a besoin d'être un travailleur. On a besoin d'être quelqu'un de discipliné. On a besoin d'être quelqu'un qui peut être résilient. À base de ces 3 aptitudes déjà, on peut arriver à ne serait-ce créer une petite entreprise. Et parlons du secteur privé, on n'a pas besoin de créer de grandes entreprises nous tous. On n'a pas besoin d'entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires. On a besoin de même l'informel, au fait, c'est aussi l'entrepreneuriat. Il faut arriver à montrer aux gens à transformer un franc en 2 francs, 2 francs en 5 francs. C'est déjà là qu'il faut commencer. Pour moi, c'est ça en fait. Alors, Madame Lorraine, je pose cette question parce qu'aujourd'hui, je le disais tantôt, par exemple au Togo, si on voit que la politique de l'État, et nous saluons le ministère en charge, le ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, qui aujourd'hui encourage les jeunes, à aller vers l'entrepreneuriat. Mais quand je vous écoute, sur cette antenne, pour vous personnellement et au vu de vos expériences, vous pensez que tout le monde ne peut pas et ne devrait pas aller vers l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut davantage comprendre le fond de votre réflexion? Alors, je vais rebondir sur l'intervention de M. Otou. Vous savez, l'idée derrière ça, en fait, c'est que être entrepreneur, pour moi, c'est vraiment être un leader. Et tout le monde n'est pas né leader. Vous savez, vous avez des entreprises aujourd'hui qui se sont créées par comment on appelle ça, du partnership en fait. Ça veut dire que vous vous associez avec quelqu'un pour pouvoir réussir à ce que vous faites parce que vous êtes ingénieur par exemple. Vous arrivez à innover, à créer des solutions
mais vous ne pouvez pas, par exemple, présenter, vous ne pouvez pas, je dirais quoi, vendre votre solution. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez vous associer avec des personnes. Mais l'éducation que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de réfléchir collaboration. Ok. Et donc, pour moi, c'est très important. Il faut collaborer en toutes choses. Et donc, on est entrepreneur, oui. Ça, je n'en disconviens pas. Mais au-delà d'être entrepreneur, il faut réfléchir et pousser les choses vraiment loin, à savoir si on a toutes les aptitudes pour tenir le bâton. Alors, voilà. Aïd, ce que je remarque ou que nous remarquons en tant que leader d'opinion également sur le terrain, c'est que beaucoup de personnes se jettent en entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est devenu la mode, c'est le mot que je cherchais depuis. Vous allez voir une personne tout de suite qui va vous dire je suis chef d'entreprise, etc., avec une carte de visite en main et tout. Et après quelques années, 2 ans, 3 ans, cette personne disparaît. En même temps que nous essayons de valoriser ceux qui font un travail sur le terrain, il y en a également qui échouent, qui commencent, mais qui ne finissent pas. Pour vous, quelle est la base? Pourquoi plusieurs aussi silencent, mais on m'a donné rebrousse chemin? Je crois que d'ailleurs, je le dis dans mon ouvrage qui paraît bientôt. L'échec, c'est les pions dont on a besoin pour passer d'un palier à un autre, plus supérieur. Alors, je vais rebondir rapidement. Je suis d'accord qu'on n'a pas été éduqué dans un esprit collaboratif. Déjà à l'école, je me rappelle, même pour les exposés, les gens avaient envie de garder ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas envie de partager, même dans un groupe d'exposés mis en place par le professeur, etc. Donc, il faut revoir cela. Et je suis d'accord qu'un entrepreneur, c'est celui qui sait, par exemple, dire que j'ai l'idée, j'ai la stratégie, mais je ne sais pas bien l'implémenter. Soit chef d'entreprise, ou bien soit le directeur, soit le CEO. Je suis derrière, je sors la stratégie. C'est ça l'entrepreneur. C'est de savoir faire avancer son idée, de savoir faire évoluer son innovation. Voilà. Donc, pour revenir maintenant à la question, moi, je suis de ceux qui croient que c'est action, action, action. Je suis pas trop dans les business plans, je suis pas trop dans les préparations. Je suis d'accord que pour chaque projet, pour chaque chose qui se veut être bien, il faut de la bonne préparation. Mais trop de préparation tue le projet, au fait. Donc, moi, je suis pas... Tous les jeunes que j'accompagne aujourd'hui, je dis, quand tu viens, on voit les prérequis, les bases de ton projet, on se lance, au fait. Le terrain nous éduque rapidement. Mais là où, maintenant, il faut être vraiment intelligent, c'est d'être à l'écoute des résultats de vos actions. Les actions, la plupart, au début, vous allez essuyer des échecs, vous allez avoir des problèmes. Il faut être à l'écoute des retombées pour pouvoir voir, voilà telle action que j'ai posée, ça a donné ceci, et si je le retournais dans ce sens. Donc, c'est ce qui nous manque généralement. Et puis, la plupart des jeunes entrepreneurs qui se lancent, tout de suite, ils quittent. Mais en réalité, ils ont juste commencé, ils n'ont pas été capables de pouvoir être à l'écoute de ce qu'ils font pour voir comment est-ce que je peux le transformer. Et moi, je le dis, et dans les par exemple, c'est pas ma première entreprise, j'en ai fait plusieurs, je me suis cassé la gueule, et aujourd'hui, à base de tout ce que j'ai eu dans ce parcours, je suis en train de faire quelque chose qui commence par changer les choses. Peut-être je peux encore échouer, mais avec ça, je ferai encore autre chose, voilà. Alors, Madame Lorraine, je vais peut-être citer un acteur dans le domaine, je ne vais pas le nommer ici pour ne pas faire une publicité, sauf que je fais un clin d'œil à Investir en Afrique, où dans l'une de leurs parutions, il disait en réalité que si les gens ne sont pas vraiment préparés, suffisamment préparés, très coriaces dans la tête, il ne faudrait pas qu'ils aillent vers l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat peut t'envoyer en prison. Et moi, quand j'ai écouté ça, ça fait peur. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que souvent, les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce qu'ils ont vu beaucoup de personnes. On voit sur les réseaux sociaux, des gens réussissent, des gens sont dans leur voiture. On voit par exemple Aïe dans son bureau. Et on dit, mais tout de suite, moi aussi, je veux être comme lui. Et est-ce que ce n'est pas ce qui motive les gens à aller beaucoup plus vers l'entrepreneuriat? Alors, oui, quand vous parlez d'investir en Afrique, je vois très bien ce que c'est et je suis beaucoup également. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on expose nos activités, on expose ce que nous faisons, on expose plus ou moins nos vies, parce que peut-être pas moi particulièrement, mais il y a d'autres personnes qui sont dans des domaines bien différents, qui exposent tout ce qu'ils font et quand on n'expose pas forcément ce qu'on a fait de mal, mais tout ce qu'on fait de bien et on expose le succès, l'évolution, la réussite. Et donc,
je vais rejoindre Aïd dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que à un moment donné, on commet des échecs. Ces échecs aussi nous permettent d'apprendre, mais au-delà de ces échecs qu'on peut néanmoins éviter, parce que quand je parle entrepreneur, quand je parle engagement, je parle aussi organisation et puis planification. Donc quand vous planifiez bien votre projet, vous êtes même capable de déjà programmer les difficultés et avoir une avance en fait sur vos difficultés. Donc là, je vais un peu aller à l'encontre de Aïd parce que moi, je suis beaucoup de ceux qui planifient, de ceux qui vraiment planchent s'organisent et tout. Et donc, à un moment donné, vous arrivez à voir réellement que là, ça ne va pas passer, ça ne va pas avancer. Et quand vous parlez de prison tout à l'heure, je reviens parce que moi, vous savez, rien que la simple signature peut vous créer des problèmes. Donc, ainsi, vos collaborateurs, vous travaillez avec des personnes, vous devez être quand même sûr que ces personnes-là sont des personnes de confiance, parce qu'à un moment donné, ça va signer des documents qui vont peut-être ne pas vous avantager dans une affaire ou quelque chose comme ça. Et donc, il faut faire quand même attention. C'est pour ça que je dis que la formation, même si vous voulez, l'auto-formation est très importante quand on veut devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, les choses ne se font pas. On parlait tout à l'heure des entreprises qui meurent au bout de 2 ans. Moi, je dirais qu'une entreprise, en 2 ans, elle n'a pas encore réussi à faire quoi que ce soit. Il faut la pousser, il faut s'organiser, il faut planifier. Il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis, vous devrez avoir un certain temps pour tout positionner. Et après, vous êtes l'orchestre, le musicien derrière, je ne sais pas, qui agence les choses. Mais sans ça, vous voyez, moi, j'ai vu des gens grandir au bout de 5 ans, par exemple. Parce que tout a été planifié, on sait que on va passer par des étapes, ça va aller tout doucement et au bout de 5 ans, on arrive à un niveau et on se projette. Donc moi, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est les innovations. On a une idée tout de suite et puis on explose. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, il y a des moments, dans des secteurs bien précis, vous avez besoin d'être assez structuré pour pouvoir développer une solution vraiment innovante et puis qui puisse cartonner après. Super. Alors, Aïd, en vous écoutant tout à l'heure, on comprend tout de suite qu'il y a eu aussi pas mal d'échecs qui, pour vous, constituent en réalité des paliers qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Mais je pense que si vous devrez reprendre, il y a forcément de ces erreurs que vous allez forcément éviter. Alors, qu'est-ce qui a forcément été votre défi, votre plus grand défi durant votre parcours, ou les gaffes que vous avez peut-être fait et que vous ne feriez plus en réalité? Vous savez, aujourd'hui, la plupart des jeunes entrepreneurs que je connais ont la facilité de confondre leur patrimoine avec le patrimoine de leur entreprise. J'en connais plein, tellement qu'ils le font. Et beaucoup, aujourd'hui, n'arrivent pas à réaliser vraiment le danger que cela constitue, au fait. Et je pense que pour nous, la plupart de nous avons fait ça au début. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'est là où je rejoins Lorraine sur la planification, la structuration. Une fois qu'on commence par avancer, on commence par structurer, au fait. Pour moi, c'est ça. Ce n'est pas de trop structurer au début, à la française, à la théorie. Non, c'est de ça que je parle, au fait. C'est de mettre juste en place les basiques, de se lancer et de se corriger en allant. Donc moi, dans mes premières entreprises, j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs, entre autres gérer l'entreprise comme mon patrimoine personnel et les dépenses. Il n'y avait pas de comptabilité bien posée, ça sort partout. Mais ce n'était pas le plus grave. Je l'ai cité parce que j'ai remarqué ça avec beaucoup de jeunes entrepreneurs. Mais le plus grave pour moi dans mon domaine, c'est d'avoir accepté certains marchés qui étaient des marchés trop gros pour moi à l'époque. Et le cumul de tous ces marchés au lieu de me faire du bien, on m'a fait du mal dans la gestion parce que c'était très 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 difficile de gérer tous ces marchés compilés à la fois. Et résultat, je me suis retrouvé avec une grosse tête qui m'a fait fermer cette entreprise à l'époque. Donc pour moi, aujourd'hui, est-ce que si je devais reprendre, je referais les mêmes choses? Je crois que aujourd'hui, ma personnalité est basée sur
tout ce parcours. Et je ne regrette rien. Je crois que c'est normal, en fait. Et là où je dirais peut-être qu'il faut faire attention, c'est d'être vraiment ouvert, en fait. Parce que lorsque, je le dis habituellement, il y a une limite légère entre la persévérance et l'obstination. Parce que parfois, vous pensez que vous êtes persévérant même. Vous allez tout droit dans un mur. Vous êtes en train de creuser votre tombe. Il faut pouvoir être à l'écoute de soi-même, être honnête avec soi-même. Parce que c'est très important. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, lorsque vous rentrez chez vous à la maison, après vos activités, vous regardez dans votre miroir, ou bien vous vous posez sur votre lit, vous posez la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça va marcher? Vous posez la vraie question et vous répondez honnêtement. Vous ne vous mentez pas. Et lorsque vous arrivez à le faire, je pense que le ciel aussi arrivera à vous dire non, mon fils, arrête-toi là, c'est bon, va dans une autre direction. Donc pour moi, c'est d'arriver à être honnête avec soi-même, d'arriver à pouvoir détecter cette limite aussi fine qu'elle soit entre l'obstination et la persévérance pour pouvoir savoir lorsqu'on va tout droit dans un mur que ça ne va pas et pouvoir changer les choses. Donc moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je continue pas à faire des erreurs. Aujourd'hui, oui. Une entreprise, c'est ça. Et quand vous prenez des grands entrepreneurs, je ne vais pas citer des noms, entre-temps, ils ont fait 20 entreprises, 19 n'ont pas marché, une marche, on dit qu'ils sont forts. C'est ce qui se passe au fait. Donc, comme Lorraine l'a dit, on ne voit pas l'échec, on ne voit pas la partie immergée de l'iceberg. On ne voit que la partie submergée, ou bien comment ça se dit. Donc, je crois que il y a à être à l'écoute de soi-même. Il y a à pouvoir écouter l'environnement direct. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai créé un petit réseau pour moi de personnes aînées avisées qui essaient de regarder un peu dans la même direction que moi, qui sont plus devant que moi. Et je partage avec eux. J'essaie de relativiser. Je vois, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je peux... C'est ce que je fais aujourd'hui. Je crois que c'est ce qui nous permet tant soit peu d'éviter... Il y a certaines erreurs qui sont évitable, mais il y a certaines erreurs, il faut les commettre pour pouvoir les réaliser. Voilà. Madame Lorraine. Alors moi je vais réagir tout de suite parce que quand on parle de difficultés rencontrées et puis de revirements et tout ça, j'en suis un produit fini parce que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en ayant une boutique de vêtements. Et cette boutique de vêtements, au bout de 8 ans, je me suis vue la fermer. Parce qu'après la Covid, il fallait vraiment jauger les choses, il fallait voir si on pouvait toujours tenir. Et moi, j'avais l'agence immobilière également. Donc, j'ai dû faire un choix. Mais cette boutique, je l'ai ouverte à l'âge de 21 ans. Et à 21 ans, vous savez, personne n'y croit en vous. Et puis, vous poussez les murs, vous débattez pour pouvoir réussir. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense qu'autour de moi, j'ai eu les félicitations de tout le monde et de ma famille d'ailleurs. Mais au bout de 8 ans, je me suis, en face du miroir, je me suis rendu compte qu'il fallait fermer la boutique parce que j'avais plus le temps matériel d'y être. Et j'étais occupée à autre chose, donc à l'agence immobilière. Donc il y avait des difficultés financières également parce qu'après la Covid, c'était pas facile. Donc du coup, ça, c'est une étape très marquante de ma vie. Et donc j'ai dû prendre sur moi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent « Mais tu as du goût, recommence par ouvrir une autre boutique de vêtements. » Mais je n'ai plus le temps qu'il faut pour pouvoir maintenir cette activité-là. Donc je pense qu'il faut reconnaître en fait à un moment donné qu'il y a des choses qu'on faisait par le passé qu'on ne peut plus faire aujourd'hui parce qu'il y a une évolution quand même. Et puis, c'est comme un enfant qui grandit. Quand il commence par ramper, au jour au lendemain, il peut recommencer par ramper, mais il marche déjà. Donc, ça grandit et puis ça passe à d'autres étapes. Ok. Alors, qu'est-ce qui devrait nous motiver? Je reste encore sur ça. Qu'est-ce qui devrait motiver une personne à se lancer en entrepreneuriat, selon vous? Alors, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelqu'un qui apporte une solution d'abord. C'est-à-dire l'entrepreneur, c'est celui qui a un regard 360 sur ce qui se passe autour de lui et après qui a envie de vraiment d'apporter une solution à un problème ou à une carence de ramener quelque chose. Donc du coup, je pense qu'on le développe qu'en étant quelqu'un qui observe beaucoup. Et après, qui a des capacités à pouvoir agir face à, je dirais, à une opportunité.
Donc, vous savez saisir une opportunité et également, vous êtes en main de pouvoir détecter les faiblesses dans votre environnement. Donc, je pense que c'est rien que ça. Et puis, tous, d'ailleurs, quand on voit toutes les, je dirais, les icônes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui ont su apporter une solution à un temps bien défini, quoi. Donc, voilà. Aït. Ouais. La question revient également à vous. Ok, d'accord. La question, vous pouvez la rappeler? D'accord, je parlais donc des motivations, ce qui pourra motiver une personne. D'abord, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en entrepreneuriat? Et pour toute personne qui nous suit dans cette émission, qu'est-ce qui devrait être les bases pour ne pas se tromper en fait? Parce qu'on voit la plupart des temps qu'il y a plusieurs choses qui peuvent motiver une personne à se lancer, mais des fois, il peut aussi avoir des mauvaises motivations. Oui, je suis d'accord. Je continue pas à dire que, bon, pour prendre de la faim, mauvaise motivation, il faut être toujours honnête avec soi-même pour savoir si c'est une réelle motivation ou pas. Alors, pour la motivation elle-même, je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte une solution. Comme elle a dit, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut révolutionner les choses, qui veut changer quelque chose. C'est là où je dis qu'il faut une passion. Là, je suis d'accord qu'il faut vraiment de la passion. Il faut avoir envie de changer quelque chose que vous observez dans votre environnement proche, bien dans une communauté que vous n'arrivez pas à supporter, au fait. Donc ça, c'est une réelle motivation. Parce que lorsque vous avez cette passion, bien cette motivation, malgré les échecs, vous allez avoir envie de continuer. Parce que la seule chose qui vous maintient, c'est cette motivation. C'est cette envie de changer cette chose, quel qu'en soit ce que ça vous coûtera, en fait. Donc, je crois que, au-delà, nous sommes un continent. Aujourd'hui, on le dit, sous-développé, bien, voilà. Donc, tout reste à faire ici. Et je crois que si, je le dis habituellement, le monde continue par évoluer parce qu'il y a de l'innovation. Et l'innovation est basée sur l'imagination. Sans imagination, il n'y a pas d'innovation. Et l'imagination maintenant est basée sur l'observation. Nous avons besoin d'être observateurs, de regarder autour de nous. Je vous jure qu'autour de nous, il y a 1001 choses à changer, à transformer, à faire, en fait. Donc, il faut pouvoir réveiller cet instinct ou bien cette aptitude d'observation dans chaque Togolais, dans chaque Africain, pour pouvoir regarder vraiment autour de lui, pour voir qu'est-ce que je peux apporter. Moi, je le dis, même si c'est un franc qu'on peut apporter en se transformant en quelque chose, faisons-le. Parce que tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut se changer, au fait. Donc, commençons par changer nous-mêmes, commençons par vouloir changer notre quotidien, changer quelque chose autour de nous, et c'est comme ça que le grand changement arrivera. Voilà. C'est comme ça que le grand changement arrivera. Nous sommes en train donc de parler de la dynamique entrepreneuriale dans cette émission, et nous sommes avec Aïd Otou, qui est donc ingénieur génie civil et également le directeur général de Edolé. Et nous sommes également avec Madame Lorraine Michel, qui est donc CEO Mae Immobilier. Alors, Lorraine, je suis à nouveau avec vous. Nous allons parler un tout petit peu de la dynamique entrepreneuriale en Afrique. Quand on compare aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, et nous revenons, là nous sommes un tout petit peu dans la sous-région, juste à côté de nous. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui, si nous voulons comparer ces pays, peut-être à notre pays, le Togo, vous sentez qu'on est beaucoup plus en avant ou on est en train d'apprendre des autres? Alors je pense que ce n'est plus nouveau. Le Togo, c'est un petit pays qui est d'ailleurs un pays qui regorge de beaucoup de compétences en matière de ressources humaines. Et il ne nous manque rien, absolument rien, pour développer l'économie de notre pays ou de développer. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, il ne manque absolument rien. On a tout ici en Afrique. Et quand je dis que je suis togolais, je suis fière de le dire parce que très souvent on nous dit « Ah, les Togolais, ils sont très travailleurs, les Togolais, ils sont comme ci, les Togolais, ils sont sérieux. » Et vous ne cessez d'entendre que des mots comme ça partout où vous allez. Et pour moi, le Togo est en train d'évoluer. Est en train d'évoluer parce que nous sommes de bons apprenants. Parce que je peux vous dire qu'un Togolais qui sort de son environnement et qui va voir ailleurs, vous êtes sûr qu'il reviendra avec quelque chose pour vous. Donc, si on va ailleurs, c'est pour apprendre, mais non seulement quand on revient, on ajoute une touche particulière
Donc le Togo est en train de grandir et je pense que comme toute chose, il faut laisser le temps de se développer, de grandir et puis d'atteindre, je dirais, l'étape de consolidation et tout ça. Donc voilà. Super. Alors Aïd, je sais également que vous avez eu le privilège de voyager un tout petit peu, de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et quand je prends peut-être l'exemple de la Côte d'Ivoire à côté de nous, on voit quand même que, apparemment, peut-être que vous allez confirmer ou infirmer, apparemment, on sent une sorte de dynamique beaucoup plus avancée par rapport à ce qui se fait dans notre pays. Est-ce que, d'abord, c'est une question de mentalité ou c'est peut-être l'écosystème? Et qu'est-ce qu'il y a ailleurs et qu'on doit vraiment améliorer ici également? Quand on a commencé, Madame Lorraine a donné des exemples, elle a commencé par parler de financement, de beaucoup de choses également. On y reviendra certainement, mais selon vous, quand vous voyez ce que vous avez vu ailleurs par rapport à ce qui se passe ici, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on a comme atout et que les autres n'ont pas? Déjà, je m'en vais féliciter tous les efforts du gouvernement dans ce sens pour pouvoir faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Ce n'est pas évident de pouvoir investir sur les jeunes, surtout lorsque nous sommes caricaturés pour être des gens pas sérieux, des gens pas assez conscients de ce qu'on veut. Là, nous parlons des jeunes. Oui, des jeunes. Les jeunes d'hier ou des jeunes d'aujourd'hui? Nous tous, je parle de la jeunesse en général. Donc, pour revenir au cas de la sous-région et plus précisément de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays, je pense, depuis les années de l'indépendance, un pays stratégique. Un pays stratégique où l'économie a été toujours dynamique, plus dynamique d'ailleurs que la plupart, même que le Sénégal. Et aujourd'hui, je pense que même sur le plan du dynamisme, la Côte d'Ivoire a repris le flambeau sur le Sénégal. Donc la Côte d'Ivoire, c'est ce pays qui a plus de 60% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est ce pays qui a plus de 60% de liquidité de l'espace UEMOA. Donc on ne peut pas rivaliser tout de suite avec ce pays. Donc c'est un pays où... Même si dans peu de temps... Oui, nous sommes en train. Donc il faut déjà revenir maintenant sur la question du financement. La Côte d'Ivoire, c'est ce pays où aujourd'hui nous avons ouvert là-bas, où déjà la première sonnette d'alerte où on dit, et dans l'Afrique Côte d'Ivoire, on commence par recevoir des appels pour dire, est-ce que vous avez besoin d'argent? Ah bon? Vous voyez un peu la différence. Parce que l'écosystème est conçu comme ça. Mais moi, je suis tout le temps en Côte d'Ivoire. Et je crois que autant il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir là-bas, il y en a ici aussi. Autant il y en a ici plutôt, il y en a là aussi. Donc c'est une question de... plus la démographie, elle est plus grande. Donc aujourd'hui, si on remarque plus de jeunes émergés, c'est vrai, il y a déjà ce côté où il y a beaucoup d'étrangers qui ont envie d'investir dans le pays. Là-bas, c'est plus facile. Dès que vous commencez quelque chose, les gens se disent, la population est plus grande, donc par conséquent, la cible, le marché, il est plus grand. Et le pouvoir d'achat, il est plus grand. Et voilà, donc ça motive tout de suite. Et je crois que ici, c'est ce travail qui commence par être fait pour pouvoir, déjà à travers la ZLECAf qui est en train la zone de libre-échange, qui fait qu'aujourd'hui, les entrepreneurs togolais savent que quand ils créent un produit, ce n'est pas que pour le Togo, c'est pour la sous-région. Et les investisseurs commencent aussi par comprendre. Et je crois qu'il y a un collectif de jeunes entrepreneurs, de start-upers, ou bien de jeunes entrepreneurs, voilà, qui sont en train de travailler pour pouvoir dire aux investisseurs que nous sommes prêts à fructifier votre argent. Et je crois que quand la première personne arrivera à le faire, la seconde personne, ça va se suivre. Voilà. Super, Madame Lorraine, comme nous l'avons dit au début de cette émission, on encourage déjà ce qui est fait, on félicite les décideurs pour leur engagement aux côtés donc, de la jeunesse et aux côtés de l'entrepreneuriat dans notre pays. Mais nous pensons en réalité qu'en termes, quand nous parlons de notre écosystème, il y a peut-être des choses qui se font ailleurs qu'on pourra aussi suggérer aux gouvernants, parce que vous également en tant qu'acteurs sur le terrain, vous voyez pas mal de choses ailleurs qui sont des choses importantes qui peuvent permettre à notre écosystème également d'évoluer davantage. La parole est à vous. Alors je pense que comme Monsieur Aïd l'a dit tout à l'heure, le financement reste une question cruciale pour nos entrepreneurs et puis mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et qui sont toujours en train d'être faits. Et il y a des mécanismes même qui sont mis en place aujourd'hui pour essayer d'aider les entreprises. Le FAEG, la NPGF, exactement, à pouvoir obtenir des financements. Mais comme je le disais,
Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont vous dire, nous sommes allés, mais nous n'avons pas pu avoir de financement. Tout reste dans la structuration, tout reste dans la capacité de votre projet à être rentable, en fait. Et à convaincre également ceux qui vont mettre leur argent dedans, les bailleurs. Exactement. Et donc, je pense que c'est comme une passoire. Seuls comment on appelle, les bons restent. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Et que aujourd'hui, c'est vrai que nous, quand on parle dans le domaine de l'immobilier, il faut se dire la vérité, il y a un faible accès au financement pour tout ce qui est projet immobilier. Et ça, je pense que le cas est le même dans certains pays de l'Afrique, de la sous-région également. Mais nous arrivons à voir que dans d'autres pays, c'est un peu plus développé. Et donc, je pense qu'il y a des efforts aussi qui sont en train d'être faits au niveau des banques. Je ne vais pas en citer, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui apportent aujourd'hui des solutions pour permettre à la jeunesse et puis aux fonctionnaires de pouvoir quand même avoir un toit. Mais la démarche est encore un peu très lente. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des assises concernant ces sujets-là qui font en sorte qu'on puisse alléger un peu tout ce qui est taux d'achat de l'argent et tout ça, de la cherté de l'argent, parce que les taux aujourd'hui pour les banques, surtout en termes de prêts immobiliers, moi je vais parler beaucoup plus de mon secteur, c'est un peu compliqué. Bon, après, quand on s'y met dans tout ce qui est entrepreneuriat, donc innovation dans tout ce qui est création de produits locaux et tout ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ose croire qu'il y a des démarches parce que je vois des informations passer et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et aujourd'hui, moi, je salue vraiment l'initiative de Togo Mall parce qu'aujourd'hui, on a un espace qui regorge que de produits togolais et fait par des Togolais. Et ça, c'est une belle vitrine. Et je pense que dans cette vitrine-là, aujourd'hui, si on peut avoir toutes sortes de produits comme ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui se sont battus. Je ne peux pas vous dire comment. Mais est-ce que je sais qu'il y a de l'autofinancement? Il y a du financement qui a été fait peut-être par les banques ou les canaux de Fayette et tout ça. Donc je pense que c'est des choses qui sont en train d'évoluer tout tranquillement. On ne peut pas bousculer les choses. Moi, je ne suis pas de ceux qui bousculent les choses. Il faut arriver à prendre le temps de mettre tout en place et de suivre. Et c'est dans cette même optique que il y a des personnes qui se plaignent aujourd'hui du sérieux des jeunes. Par contre, on vous donne de l'argent, vous n'allez pas aller faire ce que vous devez faire avec l'argent, et puis après, on revient à zéro. Donc, dans ce cas-là, je pense que les banques et ainsi que les décideurs sont un peu réticents sur certaines bases. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous qui sommes là aujourd'hui et d'autres qui nous écoutent, je pense qu'il est important de pouvoir être sérieux devant toutes ces opportunités-là. Et puis, ça permettra aux autres également d'en profiter. Alors, je salue également le FAEJ au passage dans cette émission. Aïd, je vais vous faire un peu sourire sur ce plateau. Il y a de cela quelques semaines, nous étions du côté du FAEJ où on nous apprend en réalité que des jeunes étaient venus à la recherche donc, du financement. Et une fois, 2 jeunes, le premier, quand il a eu le financement, tout de suite, le gars, il est parti se marier. Il a investi l'argent dans son mariage. Et une autre personne, rapidement, est partie aux États-Unis. Tout de suite, quand l'argent est venu, il se fait qu'il a eu l'opportunité de voyager. Il est parti avec l'argent. Aïd, la faute à qui? Quand Lorraine intervenait, j'avais envie de le dire, en fait. Aujourd'hui, les banques, et nous les jeunes, ou bien le gouvernement, l'État, et nous les jeunes, c'est comme un jeu de ping-pong. Quand l'autre joue là-bas, il faut que l'autre lui retourne, sinon le jeu s'arrête. Sinon le jeu s'arrête. Donc, en réalité, moi, j'aime plus m'indexer. J'aime plus dire que l'effort doit venir de moi, plus de moi. Parce que c'est moi qui suis plus dans le besoin. Et les jeunes, aujourd'hui, nous devons faire ce travail sur nous-mêmes. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de retravailler sur nous. Nous avons besoin d'aller à l'école de la formation. Nous avons besoin d'aller vers l'information. Plus, en fait. C'est vrai qu'il y a déjà un problème au niveau de peut-être des décideurs qui ne usent pas des meilleures stratégies pour passer l'information, pour faire certaines choses. Mais qu'est-ce que nous on fait en fait? Donc les banques aujourd'hui, moi j'ai remarqué cela, je ne l'ai pas appris où que ce soit, mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui les banques, nous savons très bien que les banques au Togo ou en Afrique sont plus commerciales
que des banques d'investissement. Ça, ce n'est pas nouveau. Et nous savons les réalités bancaires chez nous. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué une dynamique autour de toutes les banques, parce que moi, je reçois des appels de toutes les banques aujourd'hui qui disent, viens, on veut te faire du leasing pour une nouvelle voiture, on veut t'accompagner, voilà. Mais quand je fais mes enquêtes, je pense que ce n'est pas parce que ça marche chez moi, mais je pense qu'aujourd'hui, les banques sont dans une dynamique où il y a une concurrence qui se crée aujourd'hui au niveau des banques. Et aujourd'hui, toutes les banques ont envie d'avoir le plus de clients. Et par conséquent, on a compris que la dynamique du chef de l'État ou bien du gouvernement, c'est la jeunesse aujourd'hui. Et si vous n'accompagnez pas les jeunes, je le pense, je ne l'ai appris nulle part, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a une dynamique qui a été lancée et les banques sont obligées de la suivre. Essayez de suivre les jeunes un peu, essayez de financer, prenez le risque. Donc aujourd'hui, je sens qu'il y a plus de banques qui disent, bon, on ne peut pas passer directement de jeune en jeune, mais rassemblez-vous en un groupement d'entreprises où vous êtes entre vous, des cautions morales entre vous. Il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place par les banques elles-mêmes. Moi, j'ai fait des réunions avec plusieurs banques qui m'ont appelé. Et vous êtes un peu devant, vous faites déjà quelque chose. Est-ce que vous pouvez pas rassembler des jeunes derrière vous, vous créez une petite association ou bien un petit groupement où vous avez des petites lois, où vous vous contrôlez, pour qu'on puisse vous faire des prêts, pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, je pense que, un temps soit peu, il y a une balle qui est lancée vers nous. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est lorsque la balle vient, on la laisse tomber, on la retourne pas. Elle ne revient pas. Et moi, aujourd'hui, j'interpelle toute la jeunesse à être éveillée, à vraiment travailler sur soi-même. Pour revenir sur la question des deux jeunes, je crois que ce n'est pas parce que on a vu quelqu'un mourir par accident de circulation qu'on ne va plus continuer par rouler. On continue tout de même par rouler, mais en faisant attention. C'est ce que le gouvernement devrait faire, c'est ce que le FAE devrait faire. Quand je discutais avec quelqu'un l'autre fois, il me disait, mais est-ce que dans cette localité aussi, il peut y avoir des gens qui ne sont pas sérieux? On parlait de quelqu'un et il dit, mais on dit il est de cette localité et il fait ça. Je dis, non, président, je pense que dans chaque localité, dans chaque groupement, il y a de diversité de personnes. Maintenant, c'est les proportions qui changent peut-être pas de localité en localité. Et je crois que dans la jeunesse, il y a des gens qui ont envie de faire bouger les lignes, des gens qui ont envie de vraiment transformer quelque chose. C'est d'arriver maintenant à créer ce canal et à pouvoir aussi identifier ces jeunes. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire. Super, Madame Lorraine, je vais faire une toute petite parenthèse sur ce sujet. Comment je prends le temps d'y réfléchir? Un jeune, par exemple, qui demande de financement et qui obtient son financement et qui choisit, par exemple, de partir en Europe, de partir pour les États-Unis. Est-ce que peut-être quelque part, on en voit aujourd'hui plusieurs qui, par les loteries Visa et tout autre moyen, on va tellement sur TikTok aujourd'hui où il y a de ces opportunités-là qu'on dit, il faut venir. Au point où on a comme l'impression que la solution est peut-être ailleurs. Est-ce que c'est pas peut-être parce que le jeune se dit, il y a plus de chances à réussir à l'extérieur que de rester ici, de galérer, et on m'a donné peut-être de s'endetter encore après cet argent-là et de se retrouver en prison? Alors, je vais vous dire simplement que ça, c'est la vie, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on a plein de ripas, plein de personnes qui veulent rentrer dans leur pays pour faire de belles choses, et donc, à ce moment-là, on ne va pas en vouloir aux gens qui veulent partir. Je pense que tout le monde a besoin d'aller vivre son expérience. Tout le monde a besoin d'aller tout simplement vivre l'expérience. Donc, au bout de ça, quand vous allez la vivre, vous saurez en fin de compte de quoi il s'agit. Et je pense que c'est là qu'on peut tirer, en fait. Parce que vous allez beau dire aux gens que l'Afrique regorge de merveilles et de plein de potentialités, qu'ils vous diront, c'est parce que toi, tu manges déjà ici que tu le dis. Naturellement. Alors que, voilà, c'est à chacun de trouver. Moi, je dis toujours, faut pas freiner ça, parce qu'il y a des personnes qui se retrouveront peut-être ailleurs qu'ici. Et c'est comme ça partout, dans tous les domaines d'ailleurs. Vous avez des personnes qui évoluent dans un domaine bien spécifique ici, mais qui ne se retrouvent pas. Il suffit juste d'aller ailleurs. Tout dépend de la personne. Donc moi, sur ce plan-là, je ne pense pas que c'est quelque chose de mal. Je pense simplement qu'il faut laisser les gens vivre leur expérience. Voilà. Parfait. C'est vrai, Aïd, vous êtes
comment je peux dire ça, à mi-parcours. On pourrait le dire parce qu'il y a beaucoup de choses encore devant. On a atteint le mi. Oui, tellement de choses. On a atteint le mi. Voilà. Et je ne sais pas. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, forcément, durant le parcours que vous avez eu à faire jusqu'à ce jour, il y a forcément des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont motivé, qui vous ont poussé à être là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut apprendre également sur ces personnes? Qui vous a beaucoup plus inspiré durant votre parcours? Mon père. Oui. J'attendais peut-être qu'on me parle de Mark Zuckerberg ou qu'on me parle, comme toujours, qu'on me parle de Dangote. Et là, on me parle de son papa. Alors, dites-nous. Mon père, c'est ce monsieur qui, tout petit, m'a inspiré de par sa façon de concevoir les bâtiments. À l'époque, je l'ai toujours dit, il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas de DAO, KO, dessin assisté par l'ordinateur, c'était des dessins sur table. Et quand je me rappelle, 3 ans, 4 ans, je le regardais dessiner avec tellement de passion. Tellement d'envie de créer de grandes choses. C'est comme ça que la passion de l'architecture, la passion du dessin est née en moi. Donc, pour moi, il reste cette icône, même s'il n'est pas arrivé à créer de si grandes entreprises. Pour moi, c'est un modèle. Et je suis parti de là. Maintenant, c'est vrai que on a des modèles autour de nous. Après, on peut regarder aussi de loin pour pouvoir... le monde n'est pas fait d'une seule chose. Et je crois que ce modèle... Je n'ai pas forcément de modèle dans l'entrepreneuriat classique que je fais. L'un des modèles qui m'a toujours inspiré, c'est l'Ivoirien Didier Drogba, que j'ai beaucoup regardé dans son parcours. Puisque les footballeurs, pour moi, ce sont aussi des entrepreneurs. Ils ont carrément une carrière. Il fait partie des gens que j'ai suivi beaucoup. J'ai lu aussi l'ouvrage, etc. J'ai suivi un peu son parcours. Après, il y a l'aîné, sinon le mentor, Jonas Daou, qui est un monsieur que je suis depuis bientôt 5-6 ans, qui m'inspire beaucoup. J'apprends chaque jour tellement de fois à ses côtés. Et voilà, donc pour moi, c'est ces personnes que je suis arrivé quand même à suivre un peu pour pouvoir évoluer. Mais si vous permettez, par rapport à la question de l'immigration, je pense qu'il y a des gens qui s'amusent à dire aujourd'hui que chaque Togolais est un Canadien dans l'âme. C'est vrai que ça fait un tout soit peu rigoler, mais en réalité, je suis d'accord avec Lorraine sur le fait que tout le monde doit vivre ses propres expériences. C'est là où je dis que l'action. Donc tout le monde doit vivre ses propres expériences, vraiment tirer des vraies leçons pour pouvoir rebondir, pouvoir faire changer les choses. Mais au-delà, je crois qu'aujourd'hui, nous devons... C'est ce travail que nous faisons, c'est ce travail que Lorraine fait, c'est ce travail que vous faites, et d'être des modèles pour la jeunesse, de pouvoir montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose ici. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande communauté de jeunes qui sont au moins là parce qu'ils voient des jeunes comme nous faire quelque chose. Et je crois que ce travail, ça ne doit pas être un travail qu'on doit considérer comme vain. Nous devons continuer par le faire, nous devons continuer par inspirer. Même si c'est une personne, parce que ne jamais minimiser les petits commencements. Vous inspirez une seule personne aujourd'hui, elle ne part pas. Eh bien, elle part, mais elle revient et elle fait un truc, ou bien elle sort une innovation qui impacte peut-être 10 000 personnes. Et c'est à ces 10 000 personnes à leur tour, même s'ils impactent une seule personne, ça c'est une chaîne d'impact au fait. Donc je crois que on doit continuer vraiment pas faire ce qu'on fait et de le faire bien, d'être ce modèle pour la jeunesse. Et pour moi, c'est un peu triste quand je remarque que beaucoup plus de jeunes ont envie de partir. Oui, il faut qu'on parte, il faut qu'on sorte, apprendre, découvrir de nouvelles choses, ramener. Mais si on doit avoir sur, par exemple, 80% de la jeunesse qui doit avoir envie de partir, je suis désolé, je suis pas d'accord. Moi, j'ai envie que beaucoup de jeunes aient envie de transformer les choses ici, aient envie d'apporter leur plus-value ici, aient envie soit d'aller faire une formation de 2 ans, d'aller faire une formation de 3 ans et de revenir. J'ai plus envie de voir des jeunes comme ça. Voilà. Alors, vous avez plus envie de voir des jeunes comme ça qui peuvent aller et revenir de par leur espérance et venir construire également donc, leur pays, notamment donc, vers la fin de cette émission. Madame Lorraine, je suis à nouveau avec vous. Alors, si nous devons faire de notre pays, le Togo, et après de l'Afrique, ce continent-là de rêve qui pourra garder ses enfants, ses fils et ses filles, pour vous aujourd'hui, quel serait donc votre conseil ou bien quel serait votre cri de cœur pour les gouvernants
dans un premier temps, en tant qu'acteur dans le domaine entrepreneurial? Et également, quel serait votre mot à l'endroit de la jeunesse que vous voyez aujourd'hui pour que nous puissions peut-être faire du Togo, je ne sais pas, le pari de demain? Alors, on parle d'entrepreneuriat. Et moi, le succès dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'innovation, la résilience et ensuite le soutien. Okay. Et donc, pour en venir à l'État, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de beaucoup de soutien. Les jeunes ont besoin que l'État puisse mettre en place des solutions qui puissent leur permettre de se développer en tant que start-up. Il faut noter qu'une start-up, c'est vraiment quelqu'un qui commence from scratch, avec 0 franc. Et s'il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut. Et quand je parle d'accompagnement, je parle de programmes de formation qualifiantes, par exemple. Aujourd'hui, je salue quand même les efforts de l'État parce que quand on parle de bâtiments, il y a les IFAD qui sont là, qui font vraiment du bon boulot et qui permettent justement d'avoir une main-d'œuvre vraiment qualifiée, autre que ce qu'on avait avant. Et ça peut permettre vraiment l'essor de l'entrepreneuriat en Afrique. Et pour les jeunes, aujourd'hui, ce sera de se dire que nous ne pouvons pas aller trouver mieux ailleurs. Comme on dit, on est bien chez soi. Et cette manière d'être à l'aise, cette manière de pouvoir être libre, on ne l'est que chez soi. Et donc, c'est beaucoup plus aller vers l'information, aller vers tout ce qui peut vous permettre de renforcer vos capacités, aller vers des personnes qui peuvent vous aider à développer vos entreprises, donc des mentors, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein. Je pense qu'il y a beaucoup de conférences aujourd'hui qui se font, il y a beaucoup de masterclass, et je pense que ça, c'est des outils qui devaient être bénéfiques pour tout jeune qui souhaite entreprendre aujourd'hui dans notre pays. Donc pour moi, les jeunes, c'est vraiment, on n'a pas fini d'apprendre, c'est l'apprentissage, mais au quotidien. Donc ne vous lassez surtout pas de vous défendre chaque jour. Et je pense que quand on y met du sien, on y arrive toujours à trouver son bonheur. Quand on y met du sien, on arrive toujours à trouver son bonheur. Haïs? Je dirais tout simplement que lorsque vous avez votre enfant à la maison et que vous lui servez à manger sur une table et que cet enfant, il s'assoit tranquillement, il mange, aucun grain de riz ne tombe, il finit de manger, il prend son torchon, il se nettoie la bouche, il ne fait aucun gaffe, c'est pas un enfant. L'enfant, c'est celui qui mange et que des grains tombent et qu'il faut ramasser au fait. C'est ça le jeune. Le jeune, c'est celui qui fait des erreurs. Les patrons, les aînés, ils ont fait des erreurs. Donc c'est ça le jeune. Le jeune, c'est celui qui fait des erreurs. Mais le jeune, c'est aussi celui qui fait des erreurs, mais qui peut reconnaître ses erreurs et rebondir sur cela. Donc moi, je demande, au moins, aujourd'hui, nous sommes caricaturés pour être des gens peu conscients, des gens qui ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils veulent. Et moi, je demande, mon cri de cœur, c'est de demander au gouvernement, aux décideurs ou bien aux parties prenantes de considérer le jeune comme ça. Le jeune, c'est quelqu'un qui peut faire des erreurs, mais pas les mêmes erreurs continuellement. Parce que là, ça devient autre chose. De comprendre qu'on a quand même cette capacité, on a cette faiblesse de faire des erreurs quand on est jeune, et tout le monde en a fait, et c'est de pouvoir créer ce canal pour pouvoir nous drainer vers ce qu'ils veulent qu'on soit, ou bien ce que la dynamique dans laquelle nous sommes, nous tous. Donc, au-delà, il y a déjà des mécanismes qui sont mis en place, que je salue, que ce soit dans la formation, que ce soit dans les missions à l'extérieur pour pouvoir faire découvrir des choses aux jeunes, comment ça se fait à l'extérieur, que ce soit, comme elle a cité, dans mon domaine d'activité, les IFAD qui sont là. Aujourd'hui, il y a un travail qui se fait. Et c'est de pouvoir comprendre que le jeune, c'est cet enfant qui peut manger, que ça serait versé et qu'il faut accompagner progressivement et de continuer par nous aider. Et je pense que aujourd'hui, si on a 60%, sinon 70% de la population togolaise qui est en dessous de 25 ans, si on ne peut pas faire confiance aux jeunes, on fait confiance à qui alors? C'est la question que je pose. C'est la question que vous posez. Alors, j'ai une toute dernière question pour vous, tous les deux, sur ce plateau. Je rappelle donc que nous avons encore quelques minutes alors, sur cette antenne pour finir. Alors, Madame Lorraine, votre caméra est là. Ouais. Vous allez tout de suite regarder votre caméra. Ouais. Admettons que vous êtes devant le chef de l'État. Wow. Et vous êtes bien sûr devant le chef de l'État. En 2 minutes exactement, quelles sont les doléances
que vous pouvez porter à l'endroit du chef de l'État en faveur donc, de la jeunesse togolaise? Alors, je dirais tout simplement, Monsieur le Président, nous sommes des jeunes, nous sommes en plein apprentissage, nous avons droit à l'erreur, nous avons droit au bonheur, nous avons droit à l'essor, et sans un accompagnement, sans votre soutien, sans je dirais vos accompagnements, nous ne pouvons pas réussir. Il faudra incessamment, comme un enfant qui est en train de grandir, avoir ses deux parents à côté de nous. Et nous disons aujourd'hui que c'est que par vous que nous pouvons obtenir ce que nous voulons. La jeunesse, aujourd'hui ne veut que évoluer. On veut réussir, on veut sortir du lot, on veut sortir de la précarité, on veut sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, sortir de tous ces mots-là serait vraiment développer un tant soit peu le Togo. C'est pas seulement le Togo, mais faire vivre de nombreuses familles. Donc, ce qu'on demande, c'est de beaucoup plus prêter attention à nous, déjà que vous le faites. Aujourd'hui, nous vous demandons simplement de continuer, de ne pas se lasser et d'avoir vraiment confiance aux jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se réunissent pour plaider la cause des jeunes. Et je sais que nos guerres pour la jeunesse vont vraiment porter ses fruits. Je pense que le chef de l'État vous a écouté. Vous a écouté. Alors, Aïdoutou, nous allons faire... Exercice difficile, mais... Exercice difficile. Mais qu'à penser qu'on s'adresse éventuellement au chef de l'État. Et qui vous suit dans cette émission. Allez-y, vous avez une minute. Excellence, nous vous remercions déjà pour ce qui se fait et nous sommes la jeunesse et nous saluons votre engagement et votre confiance à la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Nous savons votre détermination que vous avez pour les jeunes et les femmes entrepreneurs et nous saluons également cela. Et nous souhaitons quand même vous rappeler que nous sommes alignés dans votre vision et nous vous accompagnons dans cette vision vaille que vaille. Et pour le Togo, nous sommes prêts à apprendre continuellement, à nous améliorer pour ne pas vous revenir. Nous savons qu'un bon père pour une famille, c'est de voir sa famille évoluer. Et nous sommes cette famille, nous sommes ces enfants pour vous et nous sommes prêts à nous battre jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Alors, on dirait donc des petits-enfants qui aiment leur papa et qui parlent juste pour tirer donc des cadeaux de ses parents. Alors, je pense que c'est sur ces mots. Alors, merci Aïd d'être passé donc sur ce plateau. Nous avons bouclé donc le temps. Certainement qu'on reviendra en d'autres opportunités pour continuer par inspirer la jeunesse et continuer par réussir également dans nos différentes entreprises. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous, ce fut un plaisir. Alors, vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette merveilleuse émission dont le thème était la dynamique entrepreneuriale en Afrique. Nous nous sommes adressés à la jeunesse, nous avons parlé également aux dirigeants, vous avez tout compris. Nous avons également parlé donc au chef de l'État. Le chef de l'État, je crois que les jeunes sur ce plateau se sont adressés à vous et certainement qu'il y aura une réponse suite à vos requêtes. Merci donc à vous. Nous nous retrouverons sur ce plateau la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. Au revoir.